Et oui, effectivement, notamment le journal israélien Haaretz parle d'un accord signé donc ce week-end à Genève. On suivra ça dans 64 minutes. Bonsoir Guillaume Lasconjarias. Bonsoir. Alors vous êtes historien militaire, professeur associé à Sorbonne Université. Vous y croyez, vous ou pas, à cet accord? C'est plausible? Alors, j'aimerais y croire, parce que ça fait quand même plus d'une centaine de jours que le conflit a commencé, et en réalité, on a passé plus de temps dans une espèce de cessez-le-feu qui n'en est pas un. Et là, on est en train de donner un cadre au cessez-le-feu qui permettra enfin des vraies négociations. Oui, ce ne serait pas un vrai accord, de toute façon. Non, en fait, on va sortir, s'il était signé, il faut vraiment parler au conditionnel, on va sortir de l'ambiguïté, ce qui serait déjà pas mal, parce que ça permettrait probablement de résoudre 3 équations qui sont pour l'instant impossibles. Déjà, le cadre qui permet de fixer le statut autour d'Ormuz, ce qui est important pour quasiment toutes les économies mondiales, d'ailleurs principalement celles d'Asie du Sud et la Chine plutôt que les Européens, même si on commence à en sortir des effets. Le deuxième point qui est essentiel, c'est la partie du nucléaire. Alors là, il y a un haut responsable américain qui assure que le programme nucléaire iranien va être démantelé. Là aussi, on peut quand même s'étonner. Est-ce que Téhéran peut accepter de démanteler son programme nucléaire iranien? Alors je pense qu'il faut être là encore extrêmement prudent. Derrière démanteler, on peut y mettre beaucoup de choses. Justement, ce cadre permet, et c'est un point aussi essentiel, de dire ce qui sera inclus dans potentiellement ce cycle des négociations qui s'ouvrirait et ce qui en est exclu. Il y a au moins 2 choses qui paraissent totalement exclues. Le soutien au proxy, ce qui veut donc dire que quelque part, le Hezbollah et les Houthis ne sont pas dans l'équation. Or, ça ne fait probablement pas les affaires d'Israël, ni celles des États-Unis. Donc en fait, l'idée de dissocier les théâtres ne fonctionnera pas, c'est-à-dire d'avoir d'un côté le Liban, de l'autre l'Iran, et on ne toucherait pas au programme balistique. Donc, sur le programme nucléaire, derrière, on peut parler de 2 éventualités. La première, c'est la destruction de ce qu'il y a. À mon avis, ça va être compliqué, puisqu'on donnera probablement à Téhéran le droit de faire du nucléaire civil. Donc, si on ne détruit pas le nucléaire de nature militaire, on peut faire quoi? Eh bien, par exemple, on peut transformer les fameux 440 kilos d'uranium en autre chose, c'est-à-dire notamment les dégrader et faire tomber le pourcentage effectivement d'enrichissement. Voilà, puisqu'il est à 60%, ce qui permettrait à terme une bombe nucléaire. Alors les médias américains ont quand même fait les comptes. Cela fait plus de 39 fois que Donald Trump assène qu'il va y avoir un accord. Écoutez. Ce processus devrait aller très vite, car la plupart des points ont déjà été négociés et convenus. Ils veulent conclure un accord. Nous avons eu de très bonnes discussions dans les dernières 24 heures et il est très possible que nous passions un accord. J'entends dire que la négociation en elle-même se passe très bien. En fait, très bien, ça pourrait avoir lieu. Enfin, je veux dire, si ça a lieu, ça pourrait aussi ne pas avoir lieu, on ne sait jamais. Mais si ça a lieu, ça pourrait se faire pendant le week-end. Que ça pourrait être presque drôle vu ces déclarations de Donald Trump. Vous qui êtes historien militaire, est-ce que c'est stratégique ça? Est-ce que Donald Trump, c'est une stratégie qu'il a pour embrouiller les Iraniens entre guillemets? Je pense même pas. C'est-à-dire que si c'était stratégique, la première règle que devrait justement s'appliquer Donald Trump, c'est de sortir par le haut et de ne pas en parler. Or, il en parle trop. Il en parle, à mon avis, tellement que non seulement il est capable de mettre dans le flou ses propres commentateurs, les Américains, à mon avis, pour qu'ils le comptabilisent, sont eux-mêmes incapables de savoir où va le président. Je ne suis pas certain que la Maison-Blanche, au sens de l'administration et le Pentagone, ait véritablement des lignes directrices qui leur permettent de savoir où il se situe réellement. Et puis le dernier point, c'est que effectivement les Iraniens, probablement eux aussi, sont dans un statut un petit peu d'entre-deux, à savoir si on négocie pas, et on négocie sous quel statut. Oui, effectivement, parce que le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a répondu en quelque sorte à Donald Trump en disant que le mémorandum d'accord, c'est comme ça qu'il l'appelle, n'a jamais été aussi proche et que les médias devraient s'abstenir d'entrer dans la spéculation sur son contenu. Donald Trump, quelques heures plus tôt, disait oui, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc il joue aussi à quel jeu les Iraniens? Je pense que derrière cet aspect un petit peu fourre-tout des déclarations de Trump, il y a quand même une vraie ligne directrice sur le nucléaire,
sur Hormuz, sur la nécessité d'obtenir quelque chose qu'il puisse vendre à son opinion publique. Il faut bien comprendre en réalité ce que Donald Trump ne veut pas, à savoir une reprise massive des bombardements et de la guerre. Il faut bien comprendre qu'en fait on est dans une double asymétrie. Une asymétrie du temps, parce que clock is ticking, l'horloge tourne pour Trump. Je rappellerai, il va avoir son anniversaire la semaine prochaine. Et puis surtout le 4 juillet, c'est le 250e anniversaire des États-Unis. Une guerre en plein milieu, ça ferait mauvais genre. Et une asymétrie de la volonté, parce que probablement ceux qui sont capables de voir que derrière, ils peuvent tordre le bras et obtenir quelque chose de mieux dans des négociations, ce sont les Iraniens. Merci Guillaume Lascongerias d'être venu sur le plateau de 64 minutes et on va suivre, accord ou pas, ce dimanche. Eh bien, le suspense reste entier.